Eh bien, écoutez, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire. Je suis Sébastien Enrault, je suis un des cofondateurs de la société Otari. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Otari, c'est la solution française aujourd'hui la plus rémunératrice, la plus simple et la plus fiable pour vendre de l'immobilier neuf en France. Nous apportons aux commercialisateurs d'immobilier neuf tous les outils et les services dont ils ont besoin pour être aidés à vendre plus et mieux. Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler d'Otari, c'était bien entendu de contextualiser la raison pour laquelle nous organisions ce webinaire. Mais avant tout, aujourd'hui, ma volonté, c'était qu'on parle ensemble d'éloquence. Donc, avant de démarrer, un petit point d'organisation. Tout d'abord, pour poser vos questions, parce que vous allez, j'espère, en avoir, c'est en bas. Vous avez en fait un bouton questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau. Alors, soit elles seront traitées au cours du webinaire, soit, bien entendu, nous prendrons le temps d'y revenir à la fin. Deuxième chose, pour plus de confort, ce que je vous propose, c'est d'élargir. Vous avez votre écran Zoom. Vous pouvez élargir l'image des deux vignettes, celle d'Olwen, que je vais vous présenter dans quelques secondes, la mienne, et celle de la présentation, puisque ça reste quand même une conférence. Donc, l'enjeu, c'est que vous puissiez aussi voir correctement le visage des intervenants. Donc, vous avez deux petites barres verticales entre les images et la présentation que vous pouvez étirer pour ajuster en fait la disposition de l'écran. Et dernière chose, vous l'aurez compris, pas besoin de prendre de notes. La présentation vous sera envoyée à la fin. Elle est totalement enregistrée. Donc, la vidéo de ce matin est enregistrée. Et bien entendu, vous aurez aussi la présentation. Et bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Donc, pour démarrer, tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Olwen Shirley. Bonjour Olwen, comment vas-tu? Très, très bien, la forme. Bon, Ça va très j'espère que tu bien, n'es pas merci. trop stressé parce qu'il y a beaucoup de participants. On avait 200 inscrits ce matin. Donc là, ça monte petit à petit. On est pratiquement à une centaine déjà. Donc, ça va? Tu te sens bien? Pas de souci, c'est le métier. T'inquiète. Bon, ben, bon, ça roule. Alors, Olwen, ce que je souhaiterais avant qu'on débute, c'est que tu puisses te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est l'éloquence et surtout comment on devient coach en éloquence, ce qu'on assimile aujourd'hui beaucoup à des maîtres de l'art oratoire. C'est important, je pense que les gens comprennent comment tu es devenu aujourd'hui coach en éloquence. Oui, merci. Donc bonjour à tous, hein, ravi de vous parler et de discuter de l'éloquence. Donc pour parler un peu de mon parcours, comment je suis devenu, j'ai un parcours un peu spécial. Souvent les grands maîtres qui font de l'éloquence, eux, passent par les concours ou passent par les concours d'éloquence ou font du théâtre. Moi j'ai commencé avec le conte il y a 15 ans en Afrique. Puis j'ai continué au Québec avec le conte, donc un parcours là d'une dizaine d'années autour du conte. À force de raconter l'histoire, de faire des spectacles, puis j'ai eu un parcours aussi à Sciences Po dans un club d'éloquence. J'ai fait du théâtre, sur des entrepreneurs, aussi en politique, qui m'ont demandé des conseils sur le carrière. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à me former du coup professionnellement en psychologie aussi. J'ai fait des études de psychologie aussi. Et j'en suis arrivé du coup à coacher ses amis. Puis maintenant, c'est devenu mon métier et surtout une vraie passion. Pour revenir à l'éloquence, moi, j'ai vraiment envie de partager avec vous ce qu'on imagine de ce qu'est l'éloquence et ce que peut aussi être l'éloquence. C'est-à-dire quand on parle d'éloquence, on pense au concours oratoire, on pense à des joutes orales, on pense à des choses qui sont plus liées aux avocats ou à une manière de bien parler. Alors, ça, c'est une éloquence, souvent l'éloquence des foules où on va haranguer 50 personnes, 100 personnes, avoir une certaine prestance. Puis, il y a une autre éloquence, et c'est celle-là que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui, pendant cette heure. C'est une éloquence plus de la posture et plus de l'interaction, c'est-à-dire celle quand on va être en interaction avec quelqu'un, en one-to-one, ce qui est le cas de vendeurs dans l'immobilier, entre autres. Donc, plus parler d'une posture, plus parler d'un charisme discret, mais pourtant vraiment ancré et authentique. Et c'est cette éloquence-là, moi, dont j'ai envie de parler et de vous présenter. Merci beaucoup, Olwen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et volontairement, Olwen n'est pas un coach en éloquence qui est dédié au monde, à l'univers commercial. C'est pas son enjeu. D'ailleurs, quand je t'ai sollicité, d'ailleurs, Olwen, au départ, tu me l'as bien fait comprendre, hein. Tu es coach de façon globale en éloquence, autour du charisme, etc., mais pas spécifiquement autour des métiers du commerce. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a plu. Et en fait, il y a un élément qui est important et que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais
Moi, par ailleurs, au-delà d'Otari, j'ai des responsabilités dans une grosse association nationale qui s'appelle les Dirigeants commerciaux de France, qui est une association qui a pour vocation en fait de valoriser en France la fonction commerciale. Elle est constituée d'à peu près 3000 dirigeants et dirigeants d'entreprise, puisqu'en tant que dirigeant, on est aussi, je pense, les premiers commerciaux de nos entreprises. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de rejoindre en fait cette association parce la fonction commerciale m'a déjà donné beaucoup dans ma vie, mais aussi parce que j'estime que la fonction commerciale aujourd'hui est une des fonctions, est un des métiers pour moi qui est devenu parmi les plus complexes et les plus exigeants. Est-ce que dans les différents échanges qu'on a eus et au regard de ce que tu perçois dans le coaching que tu fais, est-ce que c'est quelque chose qui te parle en fait ça? Oui, complètement. Moi, en fait, je vais prendre un aspect beaucoup plus méta, moi qui n'ai pas dans la vente à proprement parler, comme sûrement beaucoup d'entre vous là, qui nous écoutez. Moi, je remarque l'arrivée de géants comme Amazon, l'habitude qu'on a bah, voilà, d'aller faire du shopping à distance, de voir de moins en moins justement de commerciaux. J'ai envie de te répondre que bien sûr, il faut être exigeant et encore plus. Bien sûr que ça demande une grande exigence parce que les commerciaux, actuellement, quand on a un bon commercial, ça nous permet à nous bah, justement d'aller plutôt dans des magasins rec que rester on va dire, complètement coincé par une espèce de flemme de passer par des géants du net. Et je trouve ça ce que je trouve extrêmement dommage. Donc, à mon avis, oui, il y a une vraie exigence. Et plus le commercial est bon, plus justement le lien humain devient vraiment important lié à cette mondialisation. Et donc, à mon avis, oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que ce que tu évoques là, c'est très lié au contexte. Effectivement, une concurrence qui est désormais complètement exacerbée. C'est d'ailleurs très applicable dans le monde de l'immobilier. On voit aujourd'hui la concurrence pour obtenir des mandats, les mandats partagés, avoir ce qu'on appelle des mandats aujourd'hui exclusifs, etc. Donc, il y a vraiment une concurrence qui est extrêmement importante. J'aurais pu d'ailleurs m'arrêter sur les chiffres aujourd'hui qui est lié au volume d'agents, de mandataires immobiliers, etc. C'est pas l'objectif, mais tout ça, c'est effectivement lié effectivement à ce phénomène de concurrence, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le web, etc., qui aussi dans l'immobilier, hein, on voit le monde des nouvelles technologies dans l'immobilier fait arriver des agences low cost qu'on appelle les e-buyers, etc. Donc voilà. Moi, pour information, ce que je me suis prêté un petit exercice ce matin, j'ai trouvé assez amusant, puisque je lisais mon fil LinkedIn comme beaucoup de gens, je pense, en prenant mon déjeuner. Et je suis tombé en fait sur quelques annonces de recherche de commerciaux, parce qu'il y a pas mal d'annonces à pourvoir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on recherche à peu près 150 000 commerciaux en France. Et en fait, je me suis amusé à prendre ces annonces et à lister rapidement en fait les qualités qui étaient requises aujourd'hui pour être un bon commercial. Alors je t'en passe, j'ai fait les 20 premières annonces et je vais arriver à peu près, je pense, à une cinquantaine de qualificatifs. Alors je ne vais pas tous te les dire, mais je voulais quand même t'en citer. Il faut qu'aujourd'hui un commercial il soit organisé, autonome, honnête, empathique, résistant à la pression, optimiste, acceptation de l'échec, capacité de remise en cause, force de persuasion, enthousiaste, convaincant, persévérant, patient, résilient, excellent relationnel, sympathique. Bien entendu, ça coule de source. Personne ne voudrait d'un commercial antipathique. Il est le goût du challenge. Alors, c'est effectivement mieux, même si je pense que ce n'était pas forcément nécessaire de le préciser, mais quand même. Motivé, bien entendu. Dynamique, ayant le sens du client, etc. Enfin, l'écoute. Bref, tout ça. Donc voilà. Donc, du coup, ce qui me fait à penser que vraiment, pour être un commercial, entre guillemets, bankable aujourd'hui, il faut être tout ça, c'est sûr. Je suis d'accord. Et il faut être même, pour moi, encore plus que ça. Donc, voilà, on sait en plus qu'il y a une statistique qui est souvent reprise dans le monde de la vente et moi avec laquelle je suis complètement en accord, c'est qu'aujourd'hui, un client, il achète à 80% son commercial avant d'acheter son produit. Donc ça, c'est indispensable aujourd'hui. Donc, et c'est tout l'enjeu de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui et que je voulais avoir avec toi. Euh, pour moi, je pense que je me suis dit que l'éloquence, c'était peut-être la vraie compétence aujourd'hui qui permettrait en fait aux commerciaux de faire la différence. Moi, j'ai rencontré des commerciaux dans ma vie qui m'ont vraiment marqué et je pense que tous ici, ça a été le cas, des gens qui nous ont impactés. Et je me dis que est-ce que c'est pas l'éloquence qui va nous conduire ou qui va conduire un vendeur à passer d'un statut d'excellent vendeur à un vendeur d'exception, un vendeur exceptionnel. Voilà. Et c'est vraiment ce sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Alors, on introduit de façon un peu longue, mais je pense que voilà, l'enjeu, c'était vraiment ça. C'est est-ce qu'aujourd'hui, voilà, l'éloquence, Olwen, peut amener un vendeur de passer d'un stade d'excellent à un stade d'exceptionnel. Super. Merci.
Donc, je reprends sur le mot. Moi, je veux m'arrêter sur le mot exception. C'est vraiment un mot qui me fait tiquer. C'est-à-dire que quand on parle d'exception, on pense tout de suite à quelqu'un, alors là je parle pour le charisme, pour le coup, qui a du panache, qui parle bien, qui a de l'audace, quelqu'un qui a percé, quelqu'un qui s'est distingué, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est ça, quelqu'un d'exceptionnel. Mais on sait tous, pour avoir des gens dans nos familles, dans nos proches, où il y a des gens exceptionnels qui ne sont pourtant pas dans cette verve, dans ce panache. Et c'est là-dessus que je veux revenir. Moi, j'ai une petite anecdote, hein, Sébastien, qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier. J'étais sur ma terrasse et j'ai trouvé voilà, une petite lumière scintillante, très très faible au bout de la terrasse. Je me suis demandé qu'est-ce que c'est. Et c'était une luciole. Moi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de luciole. Et j'ai repensé à ces séminaire et je me suis dit, c'est ça l'exception. C'est aussi les choses faibles. C'est aussi les postures qui se remettent en question. Et c'est moi, si vous voulez, hein, c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Et à travers les 3 points que j'ai choisi de vous partager, c'est de cette posture exceptionnelle dont je veux parler. C'est d'une posture où on se remet en question, où on est à l'écoute, où on s'adapte, où on est authentique. Et je me rends compte, moi, avec les personnes que je coach au quotidien, c'est qu'en fait, on va commencer par demander un peu du bling-bling, on va commencer par demander un peu justement du panache, alors que derrière, c'est si on consolide bien les bases, si on a une posture réellement ancrée, là, à mon avis, on devient justement un très, très bon commercial. Donc, en fait, une personne qui s'adapte. Et j'en reviens à la définition de l'intelligence qu'a donnée par exemple la psychologie cognitive, qui est la définition de l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Alors, à s'adapter à son milieu, à s'adapter aux personnes et à s'adapter à soi-même. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le bon commercial est celui qui s'adapte et non pas juste celui qui en envoie plein les yeux. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi quelque chose vraiment d'essentiel et que voilà, tous les outils que je vais utiliser et que je vais vous donner aujourd'hui, c'est dans cette posture-là. Donc, comment j'ai décidé de procéder voilà, pour donner les clés que moi j'ai une première partie sur le charisme. Donc là, sur le charisme, en fait, moi, je vais prendre toutes les billes. J'ai étudié donc, la psychologie à Montréal et je vais utiliser certaines billes, on va dire, et certaines connaissances à vous donner pour parler de charisme et donc trouver la posture relationnelle efficace et sincère. Ensuite, nous parlerons de storytelling. Donc là, c'est plus mon expérience de conteur qui va parler pour essayer de voir comment on peut créer un récit qui attire et qui est efficace dans la relation client et qui justement relève de l'exception. Et à la fin, une partie sur la persuasion, qui est plus l'éloquence classique, avec certaines règles d'éloquence dont je vous ferai part. Voilà, donc Super. on va commencer. Alors, vous verrez, c'est vrai que vous verrez ce qui est très sympa dans l'intervention de Holwen et que vous allez devoir transposer en fait dans la vente, c'est vraiment cette capacité à faire le lien entre les 3 points qu'il vient d'évoquer et les différents stades de la vente. Et vous allez voir, et je me permettrai d'intervenir à un certain moment pour effectivement, voilà, on est vraiment presque dans de la technique de vente. En tout cas, quand on en a discuté longuement avec Holwen, et c'est vraiment ce que ça me rappelle, c'est souvent, et moi le premier d'ailleurs, quand on est dans un acte assez répétitif en fait dans la vente, hein, ce qui peut des fois être un peu le cas et faire qu'on est un peu moins performant, ce qui est important, c'est de se raccrocher à des éléments qui sont des éléments fondamentaux de la vente. Et ça, c'est indiscutable. La vente, c'est un art ancestral qui existe depuis que le temps existe presque. Et aujourd'hui, on oublie des fois qu'il y a des éléments fondamentaux dans une transaction et qui fait que, d'ailleurs, les grands spécialistes des techniques de vente le disent, c'est ces fondamentaux qui fait la différence entre un très bon vendeur et un vendeur exceptionnel. Donc voilà. Très bien. Avant de commencer cette partie sur le charisme, Sébastien, est-ce que je peux te demander pour toi, qu'est-ce qu'une personne charismatique? Alors, pour moi, une personne charismatique, au sens large, c'est une personne qui va me marquer, en fait. C'est effectivement une personne qui va, sur tout un tas d'aspects, sur effectivement la façon dont il s'adresse à moi, dont il est capable, voilà, dans l'appréciation qu'il fait de l'échange qu'on a, dans l'écoute, etc., qui va vraiment me marquer. Moi, j'ai vraiment cette notion de puissance, en fait, d'impact, etc., relationnel, émotionnel, qui est très fort, en fait. Voilà. C'est ça pour moi, voilà, quelqu'un de charismatique. Merci. En fait, c'est comme ça qu'on imagine de manière générale aussi la personne charismatique. Si on s'intéresse un peu à l'étymologie de la personne charismatique, ça vient de charisma. Et charisma, ça veut dire quoi? Ça veut dire le don, la faveur, la grâce d'origine divine. Donc, c'est carrément
quand on pense à quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui est tellement inspiré, ça sort de lui qu'il il peut presque pas le contrôler. Donc ça, c'est vraiment l'image d'Épinal un peu qu'on a de la personne charismatique. Maintenant, moi, mon idée, c'est de vous montrer qu'il y a cette image-là qui correspond souvent à 4 traits de la personnalité charismatique qui sont donnés par la plupart des écrits moi, que j'ai pu lire. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait communiquer, qui est enthousiaste, qui a confiance dans sa capacité à faire passer le message, qui sait aussi partager, qui sait convaincre. C'est comme ça qu'on imagine la personne charismatique. Moi, je vais essayer de vous donner un peu l'arrière-plan justement de ça, c'est-à-dire essayer de creuser un peu plus dans la personnalité. Qu'est-ce qui profondément fait que quelqu'un est charismatique? Parce que c'est ça en fait qu'on a à travailler, que ce soit en tant que vendeur, que ce soit dans beaucoup de champs de métier. C'est profondément qu'est-ce qui fait. C'est pas juste seulement le fait d'être enthousiaste et de bien communiquer. Ça peut être une façade. Donc là, on va essayer de rentrer profondément dans cette personnalité. Donc moi, j'ai déterminé 3 points. Donc je vous ai marqué la vision, le don et l'engagement. Alors, si je commence juste du coup par la vision, c'est dire que la personnalité charismatique, elle sait où il va. Elle sait où elle va. C'est-à-dire que si on pense que ce soit à De Gaulle, à Napoléon, à des gens assez connus, c'est des gens qui savaient exactement où ils allaient et ils étaient convaincus de leur capacité à réussir. Donc c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, quand il arrive dans l'entretien ou dans la Seconde Guerre mondiale, il sait d'où il vient, il sait où il va. Il y a un objectif qui est clair. Il y a une deuxième chose aussi qu'on a remarqué dans beaucoup d'hommes charismatiques, c'est la générosité. C'est-à-dire, c'est souvent certains entrepreneurs, certains patrons, certains commerciaux aussi, qui vont faire plus que ce qu'on leur demande parce qu'ils ont envie d'aller au bout. Et ça, c'est voilà, un autre point qui est toujours dans la vision. Maintenant, si j'en arrive au don, l'idée, c'est voilà, c'est une vision, c'est que chaque personnalité, chaque personne a des dons, a des forces. Et la capacité justement de la personne charismatique, c'est sa capacité à les faire fructifier. C'est-à-dire comment elle va utiliser ses dons. Je vais le détailler juste après. Et enfin, j'arrive à l'engagement. C'est la capacité à cette personne à relever des défis. C'est-à-dire qu'elle a un défi et elle va s'investir en personne dans des moments fondamentaux. Elle ne va jamais lâcher en fait. Et elle va s'engager jusqu'au bout. Donc, à transposer dans le milieu commercial, que ce soit avoir une vision, connaître ses forces et avoir un engagement, à une certaine échelle, c'est possible et on va y arriver. Maintenant, je voudrais juste parler du coup des secrets. Alors que moi, je parle des secrets de la personnalité charismatique. Là, ce que je viens de vous donner, c'est ce qui est plus connu et ce sont les forces actuelles. Après, dans les secrets, j'ai marqué la connaissance de soi. Donc là, pour moi, c'est la connaissance parfaite de soi. C'est-à-dire que à la fois dans les défauts, à la fois dans les qualités. C'est-à-dire qu'on connaisse, qu'on ait fait limite une liste intérieure de ses forces, de ses valeurs, des choses qu'on aime, et ça, ce soit extrêmement clair. Donc, en fait, quand on parle, souvent, moi, quand je parle à certains entrepreneurs ou certains grands patrons, je me rends compte que souvent, quand on va aller les chercher sur quelque chose, ils savent répondre du tac au tac sur « oui, mais moi, en fait, je pense ça, je suis comme ça, j'y ai réfléchi, j'ai nuancé, et c'est clair ». Alors que certains autres, quand on commence justement à les chercher, c'est pas trop. Et ça, c'est vraiment une des particularités. La deuxième, c'est l'authenticité et la congruence. Donc là, c'est exactement pareil. On a remarqué, et ça a été étudié, que les personnalités charismatiques sont authentiques et congruents. Qu'est-ce que ça veut dire? Congruence au niveau de l'éloquence, ça veut dire que quand ils parlent, les gestes et la posture est en accord avec ce qu'ils disent. Et ça, en fait, ça peut paraître évident comme ça, mais si vous observez autour de vous, dans les personnes avec qui vous parlez et qui des fois essayent de vous convaincre, on sent qu'il y a un décalage. Et là, au contraire, la personne est pleinement investie. Voilà, ça c'est sur le côté authenticité. Et enfin, et moi c'est ce dont je veux vous parler et que je trouve vraiment extrêmement important et que j'étais très content là, de réfléchir à ça, c'est que une personne qui a du charisme est dans l'écoute de son environnement, a une certaine sensibilité et est capable de réagir directement. Et ça, ce n'est pas du tout justement l'image qu'on donne d'une personne charismatique en premier plan. En premier plan, on pense à quelqu'un qui, au contraire, va plutôt attirer, comme tu disais, avoir un impact. Mais en fait, cet impact, il vient seulement de l'écoute, de l'environnement. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est comment on peut créer cette écoute-là qui m'intéresse.
Alors, Voilà. moi, juste si je peux me permettre, en fait, Olwen, dans ce que tu dis là, en fait, ça m'évoque plusieurs choses. La première, on en a aussi longuement discuté. Moi, je suis convaincu qu'effectivement, une des qualités principales d'un excellent vendeur aujourd'hui, c'est d'être capable de miser sur son authenticité. On voit des fois des commerciaux qui jouent des rôles. Donc après, tu vas parler du storytelling, mais il ne faut pas confondre effectivement raconter une histoire dans le sens positif du terme, hein, pas péjoratif, on le dira après, mais et ceux qui jouent un rôle. Moi, j'ai même déjà rencontré des commerciaux qui maîtrisaient très très bien leurs faiblesses et qui arrivaient même à vendre en se basant sur leurs faiblesses. Moi, j'ai eu dans ma vie des collaborateurs qui étaient d'excellents techniciens, de très mauvais commerciaux, mais qui étaient capables, en fait, justement, presque de faire de l'anti-vente en jouant sur le fait qu'ils n'étaient pas des commerciaux, qu'ils n'avaient pas du tout ces mécanismes commerciaux pour faire de la vente. Et ça a d'ailleurs été d'excellents vendeurs. D'excellents vendeurs. Et pareil, sur la partie de l'écoute, et ça c'est extrêmement important quand tu parles de l'écoute de l'environnement, et c'est aussi ce que j'ai découvert avec toi. L'écoute, c'est un des éléments fondamentaux de la vente, indiscutablement. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple des spécialistes de la vente comme Michael Aguilar, qui a écrit un de ses premiers bouquins qui s'appelle Les vendeurs d'élite, son objectif, ça a été pendant un an en fait, de passer du temps avec les 100 commerciaux les plus performants en fait, des grandes entreprises, les Xerox, les Chevrolet, etc. Et en fait, il n'y avait aucun point commun de personnalité entre les différents personnages. La seule chose qui est venue, c'est qu'en fait, ceux qui réussissaient le mieux, c'est ceux qui s'intéressaient le plus à leurs clients, donc ceux qui étaient le plus en posture d'écoute. Donc ça, c'est clair. Donc tout ce qui est système de questionnement, questions ouvertes, etc., qui est de la vraie technique de vente. Par contre, ce qui est super intéressant et que je ne faisais pas et que tu m'as dit l'autre jour et auquel je vais porter énormément d'attention maintenant, c'est l'écoute aussi de la personne dans le sens de son comportement, de qui elle est en fait, en termes de on va dire, de personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt réservé? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt dynamique? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une phase positive de sa vie ou pas, etc. On verra pourquoi après. Mais là, vraiment, l'écoute, c'est aussi effectivement l'écoute de l'environnement global de client, de sa personnalité, de son environnement de vie, de son environnement familial. Et ça, c'est indiscutablement quelque chose que je pense que dans les mécanismes de vente, dans cet axe de répétition que j'évoquais tout à l'heure, on oublie. Et alors là, vraiment, pour le coup, moi, ça a été un électrochoc quand tu m'as dit ça, parce que ça, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Et je pense que si j'ai à retenir quelque chose de cette partie-là, c'est vraiment ça, pour moi. Très bien. Bah, du coup, je rebondis directement avec une technique, hein. Je n'ai pas expliqué comment je fonctionnais. Enfin, comment on fonctionnait avec Sébastien. On me donne à chaque fois une partie théorique et puis un outil pratique à utiliser voilà, pour le négoce, pour la vente. Du coup, là, l'outil qui vient, c'est l'écoute active. Donc, l'écoute active, ça vient de la PNL, la programmation neurolinguistique. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui a une quarantaine d'années, et qui, du coup, fait de techniques psychologiques et qui utilise énormément en fait le corps et la synchronisation avec le corps. Donc ça, je vais en parler beaucoup de PNL là, pendant cette heure-là. Et donc ce premier exercice d'écoute active, en fait, pourquoi je veux l'apporter, c'est parce que je me rends compte que dans tous les coachings, tous les accompagnements que je fais, s'intéresser profondément à la personne sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans une volonté obligatoire de se dire je vais faire une vente ou je vais avoir ça, est bien plus efficace que d'avoir un objectif derrière la tête. Donc l'écoute active, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est vraiment s'intéresser pleinement. Alors, vous me direz des fois, il y a des personnes qui ne nous intéressent pas, mais malgré ça, on peut toujours trouver une entrée. Donc, j'explique un peu comment ça passe. C'est la définition en fait de l'écoute active, c'est la capacité à passer d'un état d'esprit à un autre. Le premier état d'esprit, c'est ce qu'on appelle le tri sur soi. C'est-à-dire que votre écoute, elle est guidée par vos propres intérêts. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de convaincre cette personne de ça, donc c'est par rapport à moi en fait, et je lui parle par rapport à moi. Donc c'est passer du tri sur soi, de ça, au tri sur l'autre. C'est-à-dire l'écoute est guidée par ce que dit l'autre et vous le manifestez physiquement. Donc en fait, c'est ça. L'écoute active, il y a 4 parties. J'ai marqué corps, 0 ego, la reformulation et la structure. Le corps, c'est juste quand on écoute la personne, on l'écoute pleinement. C'est envoyer des signaux non verbaux, des onomatopées, des hochements de tête, avoir un contact oculaire voilà, qui est complètement adapté et des expressions du visage aussi. Donc ça, c'est vraiment avoir le corps, qu'on sente vraiment que le corps est investi sans trop en faire, mais qu'il est pleinement là. Le deuxième, c'est j'ai marqué 0 ego. En fait, c'était juste pour parler de la fameuse petite voix qu'on a toujours en nous, qui est en train de préparer une contre-argumentation ou de penser à ce qu'on va faire après. Non, en fait, cette petite voix, au moment où on est en face de la personne, elle se tait. Il n'y a plus de petite voix. On est en face de la personne
et on l'écoute pleinement. On est presque près de certaines techniques de méditation de pleine conscience, on est vraiment là. Donc, le corps qui est synchronisé, la petite voix qu'on a fait taire, et puis la reformulation. Alors là, j'en parle, la reformulation, c'est ce qu'on appelle aussi la reformulation empathique. Il y a plein de manières de reformuler, mais il y en a une qui est particulièrement efficace, c'est on écoute la personne. Donc là, on est plus dans le soin, mais c'est aussi utile en négoce, c'est-à-dire qu'on va écouter la personne et on va juste dire si j'ai bien compris ou si j'entends bien, et puis on va dire exactement ce que la personne vient de dire. C'est juste une relance en fait. Et je sais que les premières fois qu'on le dit, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, si on le fait bien et si on adapte bien cette petite phrase, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, la personne va continuer, va se sentir écoutée. Nous, ça va nous permettre de vraiment plus l'écouter. Et enfin, dernièrement, c'est plus sur la structure, c'est-à-dire dans notre capacité, on va dire, à synthétiser périodiquement pour éviter un peu les malentendus, c'est-à-dire que voilà, structurer un petit peu la discussion. Mais on a vraiment ce rôle de vase, ce rôle de contenant et d'intérêt, en fait, et qui fait qu'on va être très actif dans l'écoute. Et ça, moi, je pense que pour toute phase de début, tout du moins de négociation, c'est sûrement voilà, une des phases où la personne va se sentir écoutée et là va s'ouvrir complètement. Je ne sais pas si Sébastien, tu avais des choses à rajouter Non, mais là-dessus. moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je rebondis juste sur une dernière chose, peut-être que tu as un peu moins souligné, et pareil, où on a eu un échange dessus que j'avais énormément apprécié. Tout à l'heure, tu parlais de l'objectif que nous, on doit se fixer en fait pour la négo ou pour une discussion avec un client. Mais après, c'est pas toujours un objectif de vente, hein. Ça peut être différents types d'objectifs. D'ailleurs, ça peut être aussi un challenge sympa, des fois, de s'amuser un peu avec ça, hein, de se fixer différents types d'objectifs. Surtout, moi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est quand tu m'avais dit tu sais, Sébastien, l'objectif, c'est pas seulement celui que tu te fixes toi-même. À partir du moment où tu t'es fixé ton objectif, le seul objectif qui doit t'intéresser, c'est pas le tien, c'est celui de ton client, en fait. Et je pense de se positionner comme ça, en disant, bah maintenant, ce que je veux comprendre quand je rentre dans mon premier rendez-vous, typiquement votre R1, votre objectif, en fait, c'est de dire, c'est quoi l'objectif réel et fondamental de mon client. Et c'est pas forcément celui de se dire de je veux changer d'habitation ou quoi que ce soit, parce que je pense que dans l'inconscient, on a des choses aussi qui vont plus loin, des motivations qui vont plus loin que celle-ci, en fait. Donc voilà, on change peut-être parfois par lassitude, par d'autres phénomènes, mais je pense que le fait de devoir creuser et de trouver l'objectif de changement, c'est extrêmement important. Donc ça, pour moi, c'est indispensable et j'avais vraiment apprécié notre échange qu'on a eu là-dessus. Et toujours, et j'en finirai là-dessus sur ce point-là qui est extrêmement important aussi, c'est dans cette phase de recherche et d'écoute, ce qui est extrêmement aussi intéressant, c'est de se dire que 95% des leviers pour faire la vente, en fait, ils sont dans cette phase-là, puisque c'est à ce moment-là que le client va nous donner, si on est en phase d'écoute et de questionnement, les raisons ou les éléments qui sont importants à ses yeux, en fait, pour le besoin, pour ses attentes. Et en fait, notre objectif, c'est pas de les inventer, c'est pas de les créer, c'est juste de bien les comprendre, de bien les cerner et ensuite de les traiter. Et c'est dans ce rendez-vous-là, c'est à ce stade-là, en fait, que l'écoute est vraiment importante aussi. Ah, merci. Là, tu fais très bien la liaison du coup avec la deuxième partie qui est le storytelling. C'est sur comment capter en fait chez la personne du coup à qui on parle. Là, ce moment d'écoute, c'est le moment où on va préparer notre storytelling. Mais je vais y revenir tout de suite. Du coup, pour le storytelling, pour toi, c'est quoi le but? Enfin, si tu pourrais me dire, c'est quoi le but des histoires? Pourquoi on raconte des histoires, hein? Parce que c'est là que ça vient, hein, storytelling en anglais, les contes, les histoires. Pourquoi les gens ont besoin d'histoires? Pourquoi on va regarder des films? Voilà, quel est le but des romans, tout ça? Pour moi, c'est l'envie de voyager en fait. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a la vision, il y a l'image qu'on peut se faire, il y a la projection, il y a le voyage, il y a toutes ces choses-là en fait. Et moi, effectivement, je trouve que cette dimension dans la vente est extrêmement importante. Mais voilà, c'est ma vision du storytelling, c'est d'être capable en fait de raconter une histoire dans le sens, encore une fois, positif du terme, hein, rien de péjoratif dans ce que je dis. C'est pas raconter des histoires, des mensonges, etc. On est vraiment dans raconter l'histoire de ce qu'on a pu auparavant en fait collecter en termes d'informations. Ok, bah, merci. Moi, je sais que quand je fais des spectacles, je pense beaucoup de gens voilà, qui travaillent dans le théâtre ou autre, quand on raconte et quand une histoire est bien racontée, on les fait, comme diraient certains, sans voyager. Ils partent en voyage et effectivement, ils s'échappent. Mais encore plus que ça, moi, ce que je remarque, c'est que dans le voyage des histoires, ce qui touche,
c'est les émotions. C'est-à-dire notre capacité à, grâce à une trame narrative, grâce à certaines choses justement qui relèvent plus de la technique, faire pleurer les gens, les faire s'émouvoir. Et on a besoin, et l'homme est, avant d'être on va dire un animal relationnel, c'est un animal émotionnel. Si on vit au quotidien et qu'on arrive à tenir, c'est parce que voilà, il y a notre femme, il y a notre mari, il y a de l'affection, il y a des choses qui nous arrivent. Et le parcours de la vie aussi, c'est de passer à travers ces émotions, d'en faire des belles choses. Et notre vie est une histoire, j'ai envie de te dire. Et du coup, juste pour revenir au storytelling, avant tout, moi, ce que je mets en avant, c'est les émotions. Et quand vous racontez une histoire, quand vous êtes face à un client, c'est aussi ça, c'est-à-dire votre capacité à créer des émotions. Et j'en reviens, donc là j'ai marqué la posture émotionnelle, c'est exactement ça, c'est comment vous allez réussir à créer des émotions et à travers ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Goldman, et c'est intéressant, il dit, c'est notre capacité à nous, à savoir identifier nos émotions, identifier les émotions des autres personnes, les gérer, les comprendre et les gérer. Et donc, on n'a pas eu, on va dire nos générations en tout cas, on a eu très peu de cours d'intelligence émotionnelle. Ça commence dans certaines écoles primaires là en Belgique, mais c'est tout nouveau en fait qu'on apprend à gérer les émotions, et pourtant c'est crucial. Et donc en fait là, en vous parlant de storytelling, moi je vais vous parler de gestion d'émotions, et ça me paraît très important en fait de faire un arrêt là-dessus, parce que c'est ça qui va vous permettre de gérer on va dire de gérer votre client et de l'amener en fait vers quelque chose qui est profitable à vous deux pendant le moment du négoce. C'est pour moi, ce que tu viens d'évoquer, c'est majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le voit bien, on parle de plus en plus effectivement d'intelligence émotionnelle, de techniques de vente émotionnelle, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'émotionnel. Et ce qui est fondamental, notamment dans le métier de l'immobilier, c'est que pour moi, quand on parle de résidence principale, on est à 100% dans l'émotionnel. Il faut quand même imaginer que quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui décide de vous confier la vente de sa maison ou l'achat de sa future résidence, c'est du 100% émotionnel. Vous rentrez dans la vie des gens, vous rentrez chez eux, ils vous ouvrent leurs portes, vous découvrez leur vie, leurs enfants, leur façon de vivre, leurs problèmes, leurs envies. Donc, c'est du 100% émotionnel. Et quand on est sur de l'investissement locatif, on est aussi sur du sacré, parce qu'on est en fait dans de l'investissement. Donc là, vous touchez aux économies des gens, à la capacité d'investir, à un espèce de trésor de guerre qu'on s'est constitué sur lequel on veut faire fructifier pour préparer sa retraite, pour préparer la succession avec ses enfants. Donc tout ça, on est que dans de la sphère pure émotionnelle, quoi. C'est vraiment, et pour moi, l'immobilier, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On n'achète pas une machine à bois, on n'achète pas une machine-outil, on n'achète pas, on est vraiment dans de l'émotionnel. Carrément, et encore plus intéressant justement pour avoir un contrat ou pour réussir une négociation, c'est à quoi servent les émotions. C'est-à-dire que quand on pose la question aux gens qui travaillent dans la neuroscience, c'est eux, ils ont prouvé en fait que le fait de mobiliser des sens et des émotions, ça influence les perceptions, et en fait ça marque plus durablement les esprits. C'est-à-dire que ça influe directement sur la mémoire, sur le cerveau droit. Et c'est ça qui est… Le bon terme, en plus, c'est ça, c'est Karine qui nous l'évoque là à l'instant dans le fil d'échange. Elle dit en fait, on est vraiment dans l'intimité des gens. Et le bon terme, c'est ça. On est chez les gens, on est dans leur intimité. Complètement. Et on partage les émotions, et c'est cette capacité à les gérer qui, justement, en devient vraiment très important. J'en arrive justement à un petit point, moi, qui me semble important. C'est ce dont tu avais évoqué là, il y a 5-6 minutes. C'est parler des besoins, en fait. C'est-à-dire que quand on est face au client pendant la période d'écoute, il va y avoir, en fait, des besoins qui vont sortir, qui vont transparaître. Et c'est notre capacité, justement, empathique, on va dire, à saisir ces besoins qui va faire de nous un très bon vendeur. C'est-à-dire que quand on est face à une personne qui va exprimer un besoin de sécurité, et qu'on a compris ce besoin de sécurité profondément, qu'est-ce qu'il implique pour cette personne, on est capable alors de le faire correspondre à nous par rapport à ce qu'on veut lui vendre. Exactement, s'il y a un besoin de sécurité, moi j'ai ça, ça, ça et ça à proposer qui pourra combler ce besoin de sécurité. Et donc, en fait, je vais proposer une émotion. Au final, c'est ça, on va proposer une solution émotionnelle à la personne. Il faut que cette solution émotionnelle soit extrêmement adaptée. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que pourquoi on parle de storytelling, c'est-à-dire que c'est comme le conteur. Le conteur, il sait que les gens, ils ont envie de rêver.
eh ben, il va les faire rêver avec les émotions dont ils ont besoin. Là, on est dans une situation où, moi, je sais qu'il y a certains comptes, là, je parle de la situation globale actuelle mondiale, on est dans une situation où il y a certains besoins et je ne vais pas compter n'importe quoi. Et c'est exactement pareil, c'est cette capacité parce que j'ai saisi le besoin et je l'ai relié à l'émotion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la communication non violente, pour ceux qui connaissent, c'est relier le besoin à l'émotion, c'est la base. C'est-à-dire que si on est capable de faire ça, ben, personne ne se sent écouté, on est efficace. Après, il faut trouver des stratégies. Et c'est ça, en fait, le rôle du storytelling, c'est trouver, nous, notre manière de raconter bien l'histoire pour réussir à satisfaire les besoins du client ou de la personne qu'on a en face de nous. Donc voilà, ça, c'était le encart émotionnel que je trouvais important. Je vous avais mis quand même un petit… un petit camembert avec voilà, les émotions qu'on connaît, hein, joie, colère, amour, tristesse, peur, dégoût, honte et surprise. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à l'intérieur du coup et de voir que dans la joie, il y a être confiant, il y a être décontracté, il y a être joyeux. Et en fait, moi, je vous invite vraiment à prendre ce genre d'outils et à regarder et à enrichir votre vocabulaire émotionnel. C'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un et que vous appuyez pile poil sur le bon mot au bon moment en disant mais oui, si j'entends bien, donc là on reformule, hein, si j'entends bien, vous vous sentez ému en ce moment. Et la personne, si en fait elle se sent émue, donc là la émue, hein, c'est dans la colonne amour là, du camembert que je vous donne, et bah ouais, elle va vous regarder, elle va dire oui, c'est ça. Et en fait, elle va se sentir vraiment écoutée, vraiment comprise. Et là, vous pouvez commencer l'histoire. C'est-à-dire que là, l'histoire, elle sera efficace parce qu'elle a une cohérence. Donc voilà. Maintenant, je vais juste passer à un petit exercice, maintenant qu'on a compris un peu l'intelligence émotionnelle, on va dire comment ça fonctionnait en tout cas dans ce qui nous intéresse. Maintenant, je vais arriver à un exercice pour provoquer les émotions et vous mettre dans la bonne posture pour provoquer. Donc, c'est un exercice qu'on appelle la visualisation. Donc ça, c'est pour le contextualiser, c'est plus si vous avez un entretien difficile à venir. Vous savez, par exemple, que vous avez un client, c'est assez compliqué, ou voilà, il y a vraiment un gros enjeu, ou alors juste une personne que bon, voilà, vous avez vraiment envie de réussir ce moment-là, mais que dans votre vie, c'est un petit peu compliqué. Donc, l'exercice de visualisation, c'est se dire, bon, voilà, je vais arriver en entretien, là, je ne suis pas du tout dans le mood qu'il faut, ça, je ne sais pas, ça ne va pas en dehors, ou je suis assez triste en dehors, et ce monsieur-là a besoin de beaucoup d'attention, là, le client a beaucoup besoin d'attention, il a besoin de quelqu'un de peps, et il va falloir que vous mettiez on va dire, dans cette posture de personne énergique qui n'est pas la vôtre actuellement. Et le problème, c'est que souvent, on va se forcer, on va se dire, allez, j'y vais, puis ça va se faire. Et le problème, c'est que ça va se faire, mais en fait, au bout de 20 minutes de discussion, et de justement raconter un peu l'histoire qui est la vôtre, ça se met en place, mais assez doucement. Cette technique, la visualisation, elle est assez simple. Je vais vous la faire. Après, ce serait on va dire à expliquer plus longuement. C'est plus quelque chose qu'on fait en coaching, mais l'idée, c'est on va réfléchir à cet état recherché. Je marque l'état recherché dans ma tête, qui est, par exemple, là, on a dit être énergique, ce que je ne suis pas. Quand j'ai l'état énergique dans ma tête, je prends un moment calme juste avant d'aller à l'entretien, où je respire, où je ferme les yeux et où je me mets dans ma tête exactement dans cet état. Je me le reproduis visuellement, auditivement, olfactivement, un état, voilà, moi, une image qui m'a fait me sentir bien. Quand j'ai cette image très claire dans ma tête, je m'y plonge complètement et je me mets complètement dans ce moment-là. Donc là, je visualise ce moment joyeux. Quand j'ai ce moment joyeux, j'imagine la scène qui va venir et je l'imagine aussi dans cet état-là. Donc, j'ai marqué écran mental parce qu'on peut imaginer un écran blanc sur lequel on projette cette scène-là. Et une fois du coup qu'on se sent complètement en immersion, là, on peut prendre un moment, recommencer l'exercice et en fait jusqu'à se mettre dans ce mood tout seul. Donc ça demande quand même de l'auto-persuasion et voilà, un certain entraînement, mais c'est quelque chose qui, de manière générale, nous permet en fait de faire la transition et voilà, et d'être, on va dire, pleinement présent après avec la personne et vraiment connecté parce qu'on a pris l'émotion que aussi elle, on pensait qu'elle avait. Donc voilà pour on va dire pour cette partie-là sur les émotions. Maintenant, je continue sur le storytelling toujours et je reviens donc
au schéma. Donc là, juste parler du contenu, et là, du coup, c'est plus Sébastien qui va revenir dessus. Mais on avait parlé, là, en discutant de ça, quand on va créer une histoire. Donc là, vous avez la synchronisation émotionnelle qu'on vient de parler. Vous êtes prêt à parler et la personne est prête parce que vous avez bien écouté ses émotions. Maintenant, sur à quoi va ressembler votre histoire, c'est-à-dire que l'heure ou les 2 heures ou les 30 minutes de discussion, comment vous allez les créer. La chose la plus essentielle dans ce contenu, en fait, c'est de prendre le temps de le préparer et d'écrire. Donc d'écrire ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, quand je dis écrire ce qu'on vient de dire, c'est écrire complètement son storytelling. C'est prendre le temps de localiser les besoins de la personne, les marquer sur une feuille. Il y a un besoin de confiance, il y a un besoin de sécurité, il y a ce besoin-là. De faire correspondre ces besoins-là, donc qui sont des besoins souvent très importants, avec vous, ce que vous proposez, mais sans limiter, voilà, sans faire un discours préfabriqué, très précis. En fait, c'est juste savoir qu'on peut répondre à ce besoin par ces choses-là. En fait, quand on l'a écrit, du coup, ça devient tout de suite beaucoup plus simple à faire. Ensuite, c'est réussir à hiérarchiser parmi ces besoins lesquels vous semblent les plus importants. C'est-à-dire que voilà, il y a un besoin qu'on met en premier plan, un qu'on met en deuxième, un qu'on met en troisième, les hiérarchiser en fait, et ensuite avoir conscience que le plan de vente c'est ce que disait Sébastien avant, va effectivement dépendre de la personne qu'on a en face de nous. Mais en fait, et là j'insiste, c'est le dernier point dans la création de contenu, c'est trouver son style de narrateur. C'est-à-dire qu'il faut trouver votre style de narrateur, vous personnel, et en plus adapter la personne que vous avez en face de vous. En fait, c'est-à-dire que si la personne en face est une personne qui a besoin d'un style beaucoup plus doux, beaucoup plus lent, et bien, il faudra trouver un style de narration qui ressemble à ça. Voilà, si c'est une personne qui a besoin de cadre, il faudra une personne qui soit un petit peu rigide, vous, dans votre manière de raconter, pour rassurer le client. Et en fait, ce côté de trouver son style de narrateur, de savoir quoi mettre, donc de préparer, en fait, d'avoir cette petite fiche, de prendre 30 minutes pour le faire avant, ça permet effectivement d'être préparé et d'être efficace. Je pense que tu vois l'exercice auquel on aurait pu se prêter, malheureusement, on est nombreux maintenant, c'est difficile, mais j'aurais été curieux d'avoir les réponses objectives et sincères, en fait, de savoir si parmi les plus de 100 personnes qui sont présentes ce matin, combien font réellement, en fait, systématiquement ce travail. Alors, de recherche, je sais, vous le faites beaucoup, parce que dans l'immobilier, on passe énormément de temps à rechercher des biens, à essayer de trouver le produit qui va bien, etc. Mais en fait, de prendre juste un peu de temps aussi pour préparer le schéma mental dans lequel vous voulez être, sur quelle posture vous voulez vous caler par rapport à votre client, quels étaient ce qu'on appelle les besoins crêtes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus importants, que je dois traiter en priorité, ceux qui le sont un peu moins, donc voilà, que je peux traiter de façon on va dire, même si, parce que quand on va acheter un appartement, c'est très difficile d'être rationnel. On veut qu'il coche toutes les cases, en fait. On veut un ascenseur, on veut un étage élevé, on veut du terrain, on veut tout. On voudrait être presque au dernier étage et avoir 500 mètres carrés de terrain. Donc, si je pousse, si j'exagère, pardon. Donc voilà. Donc, c'est à vous d'analyser ça. Et en fait, d'être capable de dire, il y a des choses qui sont incontournables. Typiquement, quelqu'un qui est un amoureux d'espace, quelqu'un qui vous a demandé 500 mètres carrés de terrain, qui est un amoureux d'espace, qui est quelqu'un qui vous dit qu'il adore camper avec ses enfants, etc. Si vous lui dites, vous lui proposez un logement, en gros, qui a plein d'intérêts, mais qui n'a pas son espace extérieur, ça va être compliqué. Par contre, si effectivement vous êtes avec quelqu'un qui est plutôt citadin, qui vous a demandé 500 mètres carrés et que vous êtes capable de lui proposer un bien avec seulement 150 ou 200 mètres carrés d'extérieur, mais par contre avec plein d'autres qualités à côté, je trouve que voilà, ça c'est ce que vous faites déjà, mais je pense que c'est vraiment important de vraiment prendre un temps de préparer en fait ce rendez-vous, mais vraiment d'un point de vue technologique, d'un point de vue psychologique, pardon, et aussi effectivement sur la partie argumentation. Là, j'ai des gens qui me disent, mais c'est difficile de se projeter dans du storytelling. Moi, tu te rappelles, je t'ai pris un exemple l'autre jour, Olwen. Je te disais, par exemple, moi, quand j'ai quelqu'un, l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, j'ai changé de voiture. Les gens, en fait, quand je vais voir un vendeur de voiture, souvent, ils me passent les différentes options que peut avoir ma voiture. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui prend mon temps quand je fais des ventes. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est à un moment donné, la personne me dit, est-ce que vous faites des kilomètres? Je dis, bah oui, nous, on a des bureaux à Saint-Étienne, on a des bureaux à Lyon, on a des partenaires promoteurs un peu partout en France, donc je roule pas mal, je me déplace, etc. Ok, donc elle me dit, bah vous avez bien sûr régulateur de vitesse, etc. Et en fait, je me dis, mais un vrai vendeur, qu'est-ce qu'il aurait fait?
On m'a dit, bah voilà, monsieur Enro, la dernière fois, vous m'avez dit que vous faisiez énormément de kilomètres. Donc moi, je pense que même si ça peut vous paraître basique, donc voilà, vous avez un régulateur de vitesse. Donc voilà, alors vous allez me dire peut-être que tous les ont, mais c'est juste pour vous donner un exemple. C'est-à-dire, vous avez un régulateur de vitesse chez nous qui est extrêmement fiable, qui est très, très facile d'accès. Voilà, quand on fait des kilomètres, quand voilà, on roule, vous roulez beaucoup, vous faites des déplacements sur la journée, vous m'avez dit parfois 1000 kilomètres dans la journée, ça me paraît indispensable qu'en matière de dispositifs de sécurité, franchissement de ligne, que vous avez, etc. Donc moi, j'ai préféré vous rajouter tel pack, etc. Et voilà, ça, c'est un vendeur en fait qui va faire du storytelling. C'est-à-dire, voilà, je dis, bah, je me déplace beaucoup, c'est un outil dont je me sers pour voyager avec ma famille, j'ai des enfants, je me déplace à titre professionnel, je fais beaucoup d'autoroutes et c'est quelqu'un qui va être capable de dire, bah voilà, vous avez peut-être pas la radio buzz ou le truc qui va vous envoyer, qui va vous rendre sourd en rapidement, mais par contre, d'un point de vue sécurité, je suis désolé, mais j'ai prévu le pack qui va bien parce qu'il faut la projection tête haute, il faut que vous soyez concentré sur la route, etc. Et ça, c'est du storytelling. C'est vraiment être capable, en fait, à partir d'un besoin qu'on a peut-être parfois pas dit. Je n'ai pas dit que j'avais besoin de me sentir en sécurité dans ma voiture, je ne l'ai pas évoqué. Mais moi, en fait, je l'ai interprété comme ça. Et en l'occurrence, ben, oui, je fais beaucoup de kilomètres, je me mets en danger, je voyage beaucoup, je pense, je téléphone en même temps, etc. Et ça, c'est vraiment indispensable. Donc, voilà ce que j'évoquais l'autre jour avec Olwen, notamment dans le contenu et dans le storytelling, d'être capable de raconter. Et bien sûr, avec une petite histoire qui va bien, j'ai eu un client récemment qui était venu me voir en me disant qu'effectivement, il avait acheté une voiture chez un de nos confrères sans aucun dispositif de sécurité. Donc voilà, ben, malheureusement, il lui est arrivé ce qui devait arriver. Voilà, et puis d'être capable de rebondir, de rebondir derrière. Voilà, c'est pas de raconter des histoires au sens compter des histoires comme peut le faire Olwen, mais c'est vraiment d'être capable d'imager, de prendre le temps et de pas toujours parer à ce qui peut vous paraître évident ou ce qui peut paraître évident à votre client. Voilà. Ouais, complètement. Complètement, complètement. C'est vrai, là, pour revenir à la question qui avait été posée, là, c'est le fait que c'est difficile de raconter les histoires, c'est ça. Moi, c'est sur quoi j'ai voulu insister. Il y a répondre aux besoins qui fait partie du storytelling, c'est répondre aux besoins et trouver la réponse émotionnelle qui correspond. Puis après, il y a effectivement aussi savoir raconter des anecdotes. Et dans savoir raconter des anecdotes, il y a aussi ce qu'on appelle le personal branding. C'est comment raconter des anecdotes sur soi-même, en fait, juste pour faire en sorte que le prospect il va comprendre en fait qu'il peut vous faire confiance, mais en fait sans que vous ayez besoin de le dire. Et ça, c'est les métaphores des petites histoires qui permettent de le faire. Et ça, c'est très efficace aussi. C'est-à-dire que dans la vente, bah voilà, vous n'allez pas parler de vous directement, mais plus de quelque chose que vous faites. Et ça vous permet après d'arriver, on va dire, à faire passer le message sans le dire directement et passer d'une manière plus émotionnelle. Ça aussi, c'est vraiment important. Et pour revenir aussi à voilà, comment bien raconter les histoires, ça se travaille. Voilà, on peut se faire coacher là-dessus, mais c'est vraiment trouver, on va dire, son style aussi de narrateur. Il y a des gens qui en fait n'ont jamais osé, même à table, en famille, n'ont jamais osé raconter une petite anecdote. Et ça, en fait, il y a aussi des corrections. C'est des petits conseils rapides, hein, mais c'est réussir à éviter de faire des digressions, d'aller directement droit au but, d'utiliser toujours 1, 2 ou 3 sens différents. C'est-à-dire l'odorat, lui, il y a aussi voilà, avoir des points clés qu'on revoit de manière générale tout au long de l'histoire. Et puis raconter une histoire, moi, c'est quelque chose que je trouve très chouette aussi quand on doit parler de soi ou d'autres choses. Souvent, on se dit « Ah, mais je vais oublier » ou « Mon esprit va partir à droite ou à gauche ». Non, on est avec le client et qu'on sait ce qu'on veut lui raconter. On a prévu avant des images, alors, ou des mots ou des images mentales qui ont juste à défiler dans notre tête et qu'on a à suivre. Et ça, c'est tout travail de personne qui sait bien raconter une histoire. Elle sait très bien les images, une par une, qui vont se dérouler parce qu'elle a tout prévu. Donc voilà. Maintenant, Alors, on va falloir qu'on avance parce qu'effectivement, c'est passionnant. Donc, du coup, on perd un peu on passe un peu de temps sur ces parties-là. Juste pour finir, effectivement, ça a suscité beaucoup de réactions. Je pense que vous le voyez dans le fil. Et je voulais juste rebondir sur une chose, notamment Virginie, effectivement, nous dit que bonjour Virginie. Virginie nous dit que le profil son cas est aussi une méthode intéressante. De toute façon, la bonne méthode, c'est celle que vous arrivez en fait à vous approprier le mieux. En fait, c'est celle-là la bonne méthode. N'hésitez pas même à la modifier pour que vous l'ayez vraiment correctement dans la tête. Il y a Dalia qui nous dit effectivement, j'ai la chance d'être un vrai caméléon. Alors c'est rigolo parce que comment s'appelle le nom de ta boîte, Olwen? Ouais, justement, caméléon. Caméléon. Intervention. Voilà, exactement. Et en fait, elle nous dit mais est-ce que c'est pas simplement du lâcher prise, etc. Et bien sûr. Et là, en aucun cas, on parle de changer en fait sa
sa personnalité. C'est juste vraiment d'être capable de s'adapter, d'être le plus authentique possible, mais effectivement en étant dans une logique qui est celle de traiter les points que sont venus, enfin le besoin qui est venu chercher notre client en sachant qu'on ne pourra pas répondre à 100%. Alors ça peut arriver des fois, hein, ça arrive, mais en tout cas, il n'y a pas de problématique d'authenticité ou quoi que ce soit. On ne joue pas entre guillemets un rôle. Enfin, l'objectif, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment d'être tel qu'on est et de faire de la vente avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses, tout simplement. Complètement. Ouais, c'est exactement ça. Allez, on avance? Ouais, on va avancer. Du coup, rapidement, là, j'en viens plus sur la forme. Hein. Là, on a parlé du contenu qui a fait bien réagir. Sur la forme, moi, c'est vraiment l'essentiel de mon travail. J'aide les gens beaucoup sur la forme. C'est-à-dire quand on parle de charisme et d'éloquence, c'est comment ils vont parler et comment ils vont être efficaces relationnellement par des petits conseils. Donc là, j'ai marqué volume, débit, scorie et silence. Donc le volume, là, en fait, tout ça, tout ce qui est sur la forme, pour moi, c'est pour vous parler du rythme. C'est-à-dire que on va créer des émotions et le discours va être efficace s'il est rythmé. Donc, une personne qui parle de manière monotone, une personne qui ne sait pas placer sa voix assez forte ou assez basse à certains moments, on va très vite s'ennuyer, on va décrocher et du coup, les émotions et le message ne passera pas. Donc là, pour revenir au volume, c'est la capacité justement à adapter sa voix, des fois la mettre très forte pour galvaniser un peu et puis des fois beaucoup plus basse. Mais même en entretien, c'est vraiment justement s'adapter à des gens qui ne parlent pas trop fort aussi et pas jamais rester sur le même ton, on va dire. Après, sur le débit, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, qui peut être fait sur le débit, c'est le fait de parler vite à certains moments, doucement. Le seul but, en fait, pour moi, le débit, c'est mettre en lumière certaines phrases. C'est-à-dire qu'on va parler très vite comme ça en disant « bon, voilà, il s'est passé tout ça, mais la chose la plus importante, c'est ça ». Et en fait, ça, des fois, on l'oublie. On est parti un peu dans une discussion et on oublie en fait de mettre en valeur comme ça les mots et c'est très dommage. Donc ça, on peut le faire aussi quand on prépare un texte avec des slash. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Hein. Un slash pour un temps, 2 slash pour un temps un peu plus grand et 3 slash pour un très grand temps. Comme ça, on est préparé, on sait au niveau du débit comment ça se passe. Maintenant, je passe au scories. Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. Les scories, donc en fait, c'est tous les mots parasites. C'est les e, les voilà, les ben, les donc, qui nous embêtent souvent et qui embêtent l'orateur. Je pense que c'est très important. Il y a 2 étapes pour ça. C'est déjà de demander à vos amis, à votre famille, si vous trouvez que vous le faites beaucoup, et aussi dans quel contexte. Et une fois que ça, c'est vraiment bien localisé, c'est les faire disparaître. Et pour les faire disparaître, c'est pareil, une technique en PNL qui s'appelle l'ancrage, qui est assez pratique. C'est à chaque fois en fait qu'on dit un E, on imagine un endroit de son corps où il y a comme un bouton où on appuie comme ça. Du coup, quand on dit le E, on appuie une fois, on va redire le E ou le voilà ou le donc, on réappuie et en fait le corps du coup va enregistrer ça. Et après, la prochaine fois qu'on est dans une discussion et qu'on voit, on va se rendre compte qu'on dit E, on appuie une fois et ça arrête. Voilà, ça c'est quelque chose qui marche. C'est un peu compliqué. Sinon, il y a des techniques plus simples. À chaque fois qu'on voit qu'on a un E, le transformer par un silence. Et voilà, ça c'est des choses qui sont assez importantes. Et j'en arrive justement au silence, qui pour moi, de tout orateur justement, est la chose la plus importante et qu'on oublie. C'est vraiment cette capacité à comprendre qu'il y a plusieurs formes de silence. C'est-à-dire qu'il y a un silence qu'on appelle silence narratif. C'est le fait justement de mettre des pauses, d'avoir des pauses et ça va rythmer le discours. Il y a un silence que moi j'appelle le silence de l'orfèvre. En fait, c'est le but dans toute histoire, c'est d'arriver à vraiment l'espèce de substantifique moelle, d'arriver à juste le message qu'on veut donner. C'est-à-dire que si j'ai 10 mots à dire, j'en choisis un et ce sera le bon. Et en fait, là, quand je parlais des émotions, choisir la bonne émotion, c'est souvent là-dessus aussi que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut prendre des fois le temps on pose un silence et on essaye d'épurer justement pour arriver au silence. Ça, c'est vraiment important aussi. Il y a le silence de rattrapage, on commence à dire une bêtise et que la langue fourche. Et on peut juste faire un silence et se reprendre. Et voilà, donc c'est un petit peu pour les types de silence. Il y en a d'autres, mais en ce qui nous concerne, c'est surtout ça. Donc voilà, pour le storytelling, là, on voit bien qu'il y a plein de réactions. On reviendra après pour les... Et on va passer du coup, hop là. Effectivement, on va essayer d'accélérer parce qu'on sait que aussi une des contraintes du confinement, c'est qu'on vit beaucoup en famille et qu'il y a des moments de vie maintenant et dont on souhaite d'ailleurs profiter, qui est le moment du déjeuner. Donc, on sait que vous êtes pris, donc on va essayer de faire en sorte. Il faut qu'on se fixe qu'à maximum, Olwen, midi 15, on a terminé. Ça te va?
Ok, bah, je vais le faire en accéléré la partie Allez, je persuasion. suis désolé, mais effectivement, ça a Pas de souci. été, on a perdu un peu de temps. Alors, du coup, pour ce côté, j'ai mis persuader et j'ai pas mis convaincre, parce que justement, j'ai voulu insister sur la persuasion qui peut être inconsciente, qui pour moi est très importante, et aussi la persuasion consciente. Donc, dans la persuasion consciente, je parlais de synchronisation. Mais avant ça, je voulais vous donner des chiffres. C'est la communication, elle se fait à 55% de manière non verbale, à 38% de manière paraverbale, c'est-à-dire tout ce qui est la voix et l'accompagnement en fait du corps par la voix, et enfin à 7% de manière verbale. Et pourtant, nous, quand on va penser éloquence, de tout le vocabulaire et tout, on va se concentrer sur le verbal, alors que en fait, c'est le corps qui joue. Je vous donne deux techniques du coup que je donne rapidement. C'est donc la synchronisation corporelle et celle sensorielle. C'est des techniques en PNL pareil qui se travaillent. Donc là, c'est vraiment, on fait des ateliers là-dessus où après on peut permettre d'être plus efficace, on va dire. La synchronisation corporelle, ça part du principe qu'on s'est rendu compte que chez vous, dans vos familles, vous vous habituez, vous avez un langage corporel qui est très proche. Il y a des études qui ont fait ça, qui ont montré ça, que en fait le corps allait être synchronisé entre le père, la mère, l'enfant, et des manières de faire qui sont pareilles. Si vous vous baladez dans un parc, par exemple, vous allez remarquer que des gens qui rentrent, on va dire en contact et qui, bah, voilà, que ce soit pour charmer ou autre chose, il y a une synchronisation qui se fait et les corps qui vont en fait essayer de faire une gestuelle qui va commencer à être à peu près la même. Donc ça, en fait, cette synchronisation corporelle, on s'est rendu compte que ça se travaillait. C'est-à-dire que dans les entretiens aussi, on peut se permettre d'être face à quelqu'un et d'imiter la posture corporelle qu'a la personne. Et cette imitation-là, en fait, va permettre une meilleure synchronisation et aussi émotionnelle et va permettre d'être mieux écouté. Moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Il y en a qui disent des fois, mais ça, c'est de la manipulation. Non, c'est-à-dire que ça permet au contraire de rentrer dans on va dire, une véritable discussion et que l'on parle sur le même canal avec la personne. C'est-à-dire que la personne va réellement se sentir écoutée. Donc là, un exemple, si j'étais avec Sébastien, je pourrais avoir qu'on parle et rentrer en synchronie. Si je vois qu'il est souvent comme ça, bah, des fois, je prends cette posture-là aussi. Si je vois qu'il sourit souvent un petit peu vers la droite, bah, je vais sourire un peu vers la droite, mais discrètement. Il y a plein qui me disent, mais oui, mais si tu fais ça, les gens le voient tout de suite. Mais non. C'est-à-dire que personne ne pense que la personne en face est en train de faire pareil. Et c'est un exercice qui est vraiment chouette et qui, moi, je trouve, enfin non, j'ai eu des expériences où c'était très efficace, quoi. Donc ça, c'était pour la synchronisation corporelle. Maintenant, il y a la synchronisation sensorielle. Donc là, on s'est rendu compte aussi par des études qu'il y avait 55% des gens qui étaient plus attentifs à ce qu'ils voient, donc qui étaient visuels, 30% qui étaient plus attentifs à ce qu'ils ressentent, kinesthésiques, et 15% qui étaient plus attentifs à ce qu'ils entendent. Comment on les repère, ces gens-là? Très facilement, souvent, c'est des gens qui vont utiliser, donc pour les gens qui sont plus visuels, enfin, tu vois, enfin, on imagine, faut être précis, donc vraiment dans un vocabulaire qui est un petit peu plus lié à la vue. Après, les kinesthésiques, c'est plus les gens voilà, dans le ressenti qui vont dire, ah, enfin là, je le sens pas, ou des choses comme ça. Et enfin, les auditifs qui sont beaucoup moins, c'est écoute, tout ça. Alors, on pourrait me dire, oui, mais c'est des habitudes familiales où on dit écoute dans ma famille et tout ça, bien sûr. C'est-à-dire que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que ces gens-là, il y a des caractéristiques, il y a des portraits qui ont été faits des gens visuels, des gens auditifs et kinesthésiques. C'est-à-dire que il y a des portraits robots un peu du visuel qui sont souvent des gens très sensibles à l'apparence des choses, qui ont besoin de voir, qui ont besoin de preuves, qui se tiennent bien droit, par exemple. Leur boulot, c'est souvent des choses où il y a des décisions rapides à prendre. Ça, c'est pour les visuels, hein. Les kinesthésiques qui disent je sens, j'imagine. Donc là, voilà, qui peuvent des fois ajouter une montagne de détails, qui parlent plus doucement. On les retrouve dans les métiers manuels. Voilà. Donc ça, c'est des types de personnalités. Ça, évidemment, ça ne marche pas tout le temps. Mais en fait, le petit coup de pouce avec ça, c'est que si vous êtes face à des gens comme ça, vous pouvez être capable de repérer qu'en fait, ah oui, lui, il est vraiment visuel. Et que moi, en fait, je lui parlais avec moi, qui je suis, un kinesthésique, et en fait, ça ne marche pas. Je me disais qu'il ne m'aimait pas, mais c'est juste, je n'ai pas le même canal, quoi. Je suis complètement déphasé, quoi. Et donc, je peux me permettre de m'adapter à lui. Et si je m'adapte à lui, je reviens à la persuasion inconsciente, si je m'adapte à lui, il ne va pas obligatoirement s'en rendre compte, lui, du coup, directement, se sentira beaucoup plus écouté. Donc ça, c'était pour la persuasion inconsciente. Maintenant, je passe à la persuasion consciente. Du coup,
j'ai marqué ethos, pathos, logos. Je suis sûr que ça parle à certains d'entre vous, qui ont peut-être fait des cours de rhétorique. C'est assez connu. Donc là, c'est la manière en rhétorique qu'on utilise pour expliquer comment dérouler et comment avoir un impact réel sur un auditoire. C'est utiliser l'ethos, le pathos, le logos d'un discours. Donc le pathos, c'est l'utilisation des émotions. C'est-à-dire qu'on va essayer de provoquer des émotions dans un discours. Il ne faut pas être non plus que dans les émotions. Le logos, ce sont les faits. C'est-à-dire qu'on va donner des faits. C'est-à-dire, oui, mais vous savez, cet appartement, il est comme ça, comme ça, comme ça. On va essayer de rassurer. Ça va être des statistiques. C'est une manière de rassurer sur des statistiques. Donc, le pathos, c'est dire, oh, qu'est-ce qu'on est bien, on est confortable, c'est agréable, vous allez voir, vos enfants vont arriver. C'est là qu'on va dans le storytelling. Et puis, à la fin, l'éthos, en fait, c'est la crédibilité, votre légitimité. C'est-à-dire que, bon, bah, vous savez, moi, je viens d'Otari, j'ai fait ça, 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 ça. Voilà, ça va calmer en fait la personne et lui dire ah, celle-là est crédible. L'idée, c'est qu'il faut jouer avec les trois. C'est-à-dire que pour persuader quelqu'un de manière efficace, il faut être capable de jouer avec les trois. Et dans votre discours, du coup, que vous avez préparé ou non, savoir que vous êtes peut-être trop dans le pathos, peut-être trop dans le logos, toujours à donner des faits, vous n'êtes jamais dans les émotions, pas assez dans l'éthos. Et essayer de doser un petit peu avec ça. Ça, c'est vraiment efficace. Ça, pour le coup, ça permet d'être très efficace. Ensuite, la méthode Monroe dont je voulais vous parler, donc là, faire très, très rapidement, ça revient à ce qu'on a dit dans les besoins. C'est une technique de vente qui est assez connue, que je vous invite à regarder sur Internet si vous voulez en savoir plus, parce que là, je vais donner quelques traits. Il y a 5 étapes dans la méthode Monroe pour convaincre quelqu'un en moins de 10 minutes. C'est avoir une accroche. C'est-à-dire quand on parle à quelqu'un, je pense que vous le savez, avoir une accroche. L'accroche, elle peut être un trait d'humour, elle peut être une anecdote, elle peut être beaucoup de choses. Une fois qu'on a bien accroché la personne, c'est cibler le besoin et créer, si possible, s'il n'existe pas, créer un besoin. Donc créer véritablement un besoin sur ce que vous avez observé. Après, c'est répondre aux besoins. 4e étape, c'est répondre aux besoins, mais de manière concrète, c'est-à-dire avec des exemples. J'ai vu quelqu'un avait dit à un moment pour le storytelling, il faut des exemples. Bien sûr, il faut des exemples très concrets. Et c'est ça qui va faire que ça va marcher. C'est-à-dire, plus la personne sent que vous êtes concret, plus elle va sentir que vous êtes sincère. Et plus elle va sentir que vous êtes sincère, plus elle va vous faire confiance. Et plus elle vous fait confiance, plus ça marche parce que c'est ce qu'a recherché, contrairement à un autre vendeur qui l'était bon. Voilà. Et enfin, la 5e étape de la méthode Monroe, c'est un peu, on va dire, ferrer le poisson, quoi. C'est-à-dire que la personne vous a écouté, est convaincue, a vu le besoin, et en fait, c'est lui dire, en fait, vous êtes, sans que vous vous rendez compte, on est déjà dans le processus, en fait. C'est lui faire sentir que le processus est presque déjà terminé et la personne est déjà dedans. Donc ça, c'est vraiment un peu la dernière chose. Et enfin, du coup, la dernière chose que je voulais vous parler, et puis on va pouvoir conclure rapidement, là, il reste 10 minutes, c'était la merci attitude, que moi je trouve très chouette. La merci attitude, c'est juste avoir conscience que quand on est dans un deal, il ne faut pas commencer à s'excuser ou à essayer de bafouiller des remerciements. C'est plutôt après que le merci est efficace. Si on veut avoir un rendez-vous avec un grand patron et qu'on passe par son secrétaire et qu'on lui dit oh, je suis désolé, est-ce que ce serait possible de nanana? Non, c'est je veux parler à monsieur machin, je vous remercie, clac, et après on remercie la personne. Et ça, je pense que dans les deals, dans les négociations, c'est pareil. Ce que je te disais, tu sais, sur ce sujet l'autre jour, ce qui est important, je pense, dans une négociation, ce qui est extrêmement important aussi, c'est, et on l'oublie parfois, c'est que en fait, il faut que vous ayez le lead. En fait, c'est vous qui savez exactement où vous démarrez et où vous voulez finir. Et en fait, le bon commercial, c'est celui qui a toujours le lead. Alors, ça ne veut pas dire que c'est celui qui parle toujours, mais c'est celui qui a toujours le lead, qui sait exactement où il veut aller. Voilà. Et c'est lui qui conduit, c'est lui qui mène la danse. Voilà. Ça, c'est aussi un trait caractéristique des très bons commerciaux, c'est qu'ils savent exactement dans quelles conditions ils veulent, où ils veulent aller, avec quelles conditions. Ils sont capables d'être exigeants quand on leur demande des remises, ils sont capables de demander systématiquement des contreparties. Donc voilà, et ça, c'est vraiment le trait de caractère des commerciaux, des très bons commerciaux. Ce sont ceux qui savent exactement où ils veulent aller, qui savent vraiment garder le lead et la main sur la vente. Juste, Olwen, je te coupe une toute petite seconde. J'ai pas mal de gens effectivement qui s'interrogent sur les vrais résultats qui peuvent
qui peuvent découler de ces techniques, etc. Moi, voilà, c'est vrai que je prends par exemple Nathalie qui interagit pas mal et qui dit, bah, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui a une forte croyance dans les chiffres, etc. Je pense que, je sais pas s'il existe, je pense pas qu'il existe des statistiques très précises au regard de ce qu'on défend depuis ce matin. La réalité, c'est qu'à mon avis, il suffit de transposer sur des gens qu'on a déjà rencontrés. Je pense que je suis pas le seul dans mon histoire de vie à avoir rencontré des gens qui étaient comme ça et des gens qui étaient vraiment d'excellents vendeurs. Et quand on a travaillé cette matinée avec Olwen, l'enjeu, c'était vraiment qu'il vous fasse part de ces, du côté théorique, en fait, et de la mise en œuvre par des exercices ou des méthodes qui auraient pu être bien sûr plus développées si on avait voulu, mais malheureusement, le temps nous est compté. Donc voilà. Mais par contre, je pense que vous pouvez vraiment transposer ça et essayer facilement. Et à mon avis, parce qu'il n'y a rien de très complexe dans ce qu'on s'est dit là, parce que je voulais vraiment qu'on ait des astuces très simples, vous allez voir tout de suite les résultats. Pour moi, c'est fondamental. Et moi, le premier, en me disant, ça, je le fais plus. Ça, je le fais plus. Je questionne plus, je suis plus en phase d'écoute, je suis plus en phase de préparation, j'enchaîne les rendez-vous, je m'aménage pas de temps entre deux rendez-vous pour me poser correctement, etc. Et rien qu'en remettant de la méthode dans ce que vous allez faire, sincèrement, ça va aller. Pour moi, ça va très vite. C'est mathématique en fait. Donc, Je vais répondre à ces questions quand même sur la méthodologie parce que, en fait, moi, la plupart des gens que je suis, que ce soit les entrepreneurs ou beaucoup les politiciens, il y a des gens qui se disent j'arrive et je veux une méthode qui marche, quoi. Je dis ben non. En fait, c'est comment on va utiliser cette méthode par rapport à votre personnalité qui va faire que ça marche. C'est-à-dire que le truc visu, par exemple, la technique de synchronisation sensorielle va marcher très bien avec certaines personnes, certains clients, et avec d'autres pas du tout. Et en fait, pour parler de stats, moi, sur les gens que j'accompagne, je dirais qu'il y a, je choisis la méthode qui va avec la personne. Donc là, on se permet de donner un éventail, mais après, voilà, c'est pas, ça ne marchera pas automatiquement. Mais ce que dit Sébastien est quand même, je trouve assez bien, c'est que c'est quoi qu'il arrive, si on a compris le message derrière et la posture, en fait, et ben ça fait avancer. Et en fait, moi, c'est plus travailler sur la posture et ces méthodes aident à travailler sur la posture. Juste, j'ai une question aussi d'Antoine. Antoine qui nous dit en fait comment mettre cela en application en cette période de confinement, téléphone, visio, mail, etc. Pour moi, alors même s'il y a moins d'impact parce qu'on n'a pas le côté physique ou effectivement aussi tout le côté environnement qui forcément est un peu tronqué par le fait qu'on procède à distance, la réalité c'est que dans 70% de ce qu'on s'est dit est parfaitement applicable pour moi à distance. Donc voilà. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que chacun des commerciaux que votre client va voir sera exactement dans la même posture. Parce qu'il y a aussi un phénomène de comparaison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai vraiment envie d'acheter quelque chose, j'ai aussi, c'est rare à mon avis, les cas dans lesquels vous êtes tout seul face à votre client, vous avez souvent des confrères qui sont là-dessus. Et puis à un moment donné, on compare aussi, puisqu'on achète le vendeur, on compare les vendeurs. Et si vous avez la technique qui va bien, qui est aussi applicable à distance, je pense que ça marque autant et ça impacte autant le client que si vous étiez en physique. Alors forcément, si vous me demandez si c'est plus impactant de faire une vente en physique ou une vente à distance, ma réponse va être très claire. En plus, moi, je suis intimement persuadé de ça. L'impact physique est monstrueux, surtout quand vous avez ces capacités de charisme, etc. Forcément, c'est d'autant plus amplifié quand vous êtes physiquement avec la personne. Maintenant, la réalité, c'est que quand tout le monde est à distance et qu'on n'a pas le choix et que l'acheteur a vraiment envie d'acheter, il n'y a pas photo, hein, ça fonctionne aussi très bien. Olwen, tu voulais rajouter quelque chose ou on passe à la conclusion? Il est 12h09. Ouais, on va passer à la conclusion. Moi, pour conclure, du coup, on va dire rapidement, je reviens sur le mot exception. Un vendeur d'exception. C'est-à-dire que voilà, moi, j'espère vous avoir éclairé en tout cas sur ma vision de l'exception et sur ce côté en fait de synchronisation, j'ai envie de dire, et d'écoute. C'est vraiment l'idée pour moi, c'est que si on a cette posture-là, et ben le deal et la personne va le ressentir en fait. Et là, on sera réellement, en fait, pour moi, là, on sera réellement éloquent. C'est-à-dire que c'est la base. Après, on passe à toutes les strates de l'éloquence. Que là, on n'a pas détaillé, on va dire en détail, mais voilà. Ça, on va dire que c'est ma conclusion. C'est pas si. Mais écoute, moi, si tu me le permets aussi, je voulais conclure aussi à ma façon. Moi, je considère que dans l'immobilier, on est sur de la vente complexe. Aujourd'hui, les ventes simples, je pense qu'elles méritent plus vraiment de vendeurs. On va parler plutôt de conseillers ou sur des choses.
pour moi, dans l'immobilier, les gens sont des vendeurs. Et c'est encore très vrai et ça restera très vrai puisque les statistiques sont là pour aussi l'évoquer. Aujourd'hui, il y a plus de 70% des gens qui estiment que dans une transaction, ils apprécient en fait d'être accompagnés encore par leur vendeur. Et encore une fois, c'est une vente complexe qui fait appel à beaucoup d'émotionnel. Donc, vos clients, ils ont vraiment besoin de vous. Ça, c'est indiscutable. Euh, voilà. Moi, je trouve que l'éloquence, pour conclure, c'est dans tout ce qu'on vient d'évoquer, dans cette notion du charisme, dans cette notion d'être capable d'adapter la bonne posture émotionnelle, etc. Ça me paraît dans une logique de mass market qu'on a aujourd'hui, de communication par le volume, etc., ça me paraît être encore plus indispensable. Et aujourd'hui, vous êtes aussi dans un secteur d'activité où il y a beaucoup de gens qui s'improvisent agents immobiliers, mandataires immobiliers, etc. Alors, il y a de très bons professionnels, d'ailleurs une majorité, il y en a qui s'improvisent. Et aujourd'hui, en fait, vous allez être en capacité, en appliquant ces différentes techniques, de faire réellement la différence. Donc, moi, voilà, sans vous proposer de partir dans des démonstrations théâtrales, de faire vraiment, essayer de faire de la force de persuasion, etc. L'objectif, c'est voilà, vraiment d'être dans la fluidité de vos paroles, voilà, d'être capable aujourd'hui d'être dans la conviction par rapport à une attitude, par rapport à des objectifs, par rapport à des besoins, à des attentes qu'ont vos clients. Donc voilà, donc n'oubliez d'ailleurs, voilà, jamais de ne plus vous adapter, enfin, n'oubliez jamais de vous adapter pardon, à votre interlocuteur, voilà, d'être en capacité d'adapter votre dialogue, d'avoir de la légèreté quand il y a besoin, alors bien sûr à proscrire la grossièreté, mais d'avoir de la légèreté quand il y a besoin, d'avoir un discours plus sérieux quand il y a besoin aussi, d'être vraiment dans cette capacité d'adaptation. Donc voilà, moi voilà comment je conclurai aujourd'hui. Pour moi, c'est aujourd'hui ce qui va vraiment faire qu'un agent immobilier va passer d'un stade d'excellent, ce qui est déjà bien, hein, mais à un stade vraiment d'exceptionnel. C'est cette capacité à s'adapter à cette situation et en appliquant voilà, les petites techniques qu'on s'est modestement permis aujourd'hui de vous donner. Alors, il n'y a pas eu de questions particulières, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal débordé pendant l'entretien. On n'a pas eu de questions particulières. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de clôturer, en fait, de clôturer ce webinaire. Donc, je voulais vous remercier vivement parce que vous étiez plus d'une centaine à être présents au départ et vous êtes toujours plus d'une centaine à être présents à la fin. Donc, ce qui est extrêmement agréable. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous avez appris des choses en notre compagnie. Je te remercie vraiment, Olwen, d'avoir pris le temps de partager ce webinaire avec moi. Ce n'était pas un exercice très simple, d'avoir pris le temps de le préparer, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur sa préparation. Ce que j'aimerais, c'est que vraiment vous puissiez, pour ceux qui veulent aller plus loin, être en capacité en fait de solliciter Olwen si vous avez besoin. Vous avez à l'écran ici son email, vous avez son portable. Olwen, je te laisse éventuellement voilà, proposer aux gens peut-être de te contacter directement s'ils ont des besoins. Carrément, ouais. Ouais, n'hésitez pas, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. Voilà, je fais plein de types, on va dire, d'accompagnement différents. Ça peut passer voilà, d'un coup de pouce, de 1 heure au téléphone ou justement en discussion sur Skype, sur voilà, des points très précis à débloquer ou sur des choses très précises sur les sujets que je vous ai donnés et d'autres encore. Voilà, ou alors un vrai accompagnement comme je fais avec certains politiciens ou certains hommes d'affaires qui veulent vraiment aller plus loin sur un point précis, une difficulté précise, sachant que même en temps de confinement, c'est possible évidemment. Et la méthode est simple, hein, je reviens un peu à ce que j'avais dit sur le côté méthodologique, c'est-à-dire que la première chose, c'est bien comprendre qui on est, c'est-à-dire bien identifier à l'intérieur de nous nos couleurs. Deuxièmement, c'est bien comprendre la cible, quel est son besoin. Et puis après, c'est la synchronisation entre les deux avec des outils. Et là, les outils, on les choisit en fait en fonction de vous et vos besoins. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour l'écoute. Et voilà, je te redonne la parole, Sébastien. Eh bien, merci à tous. On se quitte. Bien écoutez, il est 12h14, donc on a presque respecté nos timings. Encore 1000 merci, Olwen, 1000 merci à tous. Moi, je vous donne rendez-vous. Je pense que sous un mois, on communiquera sur un prochain webinaire qui arrivera dans les semaines à venir. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des vôtres, des autres, et que, écoutez, de rester en excellente santé, de bien préparer l'avenir, parce que l'avenir, je ne veux pas faire du positivisme exubérant, mais l'avenir est, voilà, le positif arrive, est devant nous. Donc, je vous souhaite à tous de bien préparer cette phase-là et de rester en excellente santé. Merci à tous et à bientôt. Merci, Olwen, et à très bientôt.